Bonjour à tous. Ça déglingue complètement. Bienvenue donc à cette réunion de l'association libérale et sociale, qui est une association que j'ai créée il y a une vingtaine d'années, mais que je n'ai activée que depuis décembre 2016 en fait. Voilà, donc c'est pas l'objet de la réunion de vous dire quel est le but de cette association, mais disons que c'est une association de droite, quoi, qui se veut à droite-droite, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas d'éléments de gauche ou gauchiste voilà, dans l'idéologie, de perversion idéologique socialiste. Voilà. Donc nous avons l'honneur et la joie de recevoir aujourd'hui Madame Claude Meunier-Berthelot, qui est enseignante, qui enseigne le droit et la culture générale, et qui est également auteur. Elle a écrit déjà au moins 5 ou 6 livres, peut-être plus. 7e, oui. Toujours sur le sujet de l'éducation nationale. Alors ça m'a paru très intéressant de l'inviter, dans la mesure que sur le marché de droite sur l'éducation nationale, on n'a pas grand monde en fait. Et il y a quelques icebergs qui émergent de l'océan. Hein. Il n'y a pas grand monde. Et vous êtes peut-être l'un seul. Non, il y a Laurent Metzel. D'accord, Laurent Metzel, oui, d'accord. Bon. Elle est très sympathique, vous voyez, elle fait de la publicité pour ses concurrents. Oui, non, mais justement, il va faire un travail complémentaire sur Blanquer, donc moi, ça m'arrange. D'accord. D'accord. Donc, parmi ces livres, j'ai noté un livre qui est paru en 2015, c'est l'identité française qu'on assassine, donc au titre très évocateur. Hein. Ensuite, École, la haute trahison, encore un titre très évocateur. Et le dernier, donc, Blanquer, ce monstre froid, et qui correspond, je crois, à l'image que je m'en fais, moi, quand je le vois à la télévision. Le moins possible, mais quand je le vois. Pour le montrer aux foules. Alors, en fait, il n'y a pas de raison que les idéologies perverses qui traversent notre société, comme le marxisme, les idées franc-maçonnes, l'immigrationnisme, le mondialisme, le remplacisme, l'ultralibéralisme, ne trouvent pas le libéralisme au sens des liberals américains, ne trouvent pas leur traduction dans le secteur de l'éducation nationale. Donc notre invité d'aujourd'hui a ressenti dans tout son être l'œuvre de ces idéologies destructrices au sein de l'éducation nationale, idéologies qui, dans un domaine clé de notre pays, dont dépend l'avenir de notre pays, la France. Donc j'ai le plaisir de vous présenter Madame Claude Meunier-Berthelot. Alors voilà, écoutez, je suis très contente d'être ici pour faire cette conférence et je tiens à remercier donc Madame Bodichot de m'avoir fait l'honneur d'être ici, de faire cette conférence sur un sujet effectivement essentiel pour l'avenir de la société. Je crois que beaucoup de gens ne saisissent pas la gravité de la situation, je dirais l'extrême gravité de la situation, parce que beaucoup de gens ne savent pas non plus, et pour cause parce que ce n'est pas médiatisé, qu'il y a un système scolaire à 2 vitesses, au détriment de nos enfants et au profit des élèves issus de l'immigration, ce qui pose effectivement des problèmes absolument gravissimes pour l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants bien entendu. Alors, si vous voulez, pour comprendre vraiment la situation de l'éducation, il faut prendre les problèmes à leur source. Hein. J'irai très rapidement parce que, si vous voulez, je ne vais pas entrer dans les détails. Il faut faire un historique quand même de la destruction du système scolaire, parce qu'en fait, cette destruction remonte à la Révolution française. Alors, à la Révolution française, effectivement, vous avez eu 2 projets essentiels qui ont été présentés. Celui de Condorcet en 1792, qui était basé sur l'instruction, donc qui était grosso modo le système qui existait sous l'Ancien Régime, à cette exception près qu'il était anticlérical. Hein, mais sur le plan scolaire, stricto sensu, si vous voulez, vous avez une organisation
qui permettait, et un contenu qui permettait effectivement de former des individus, de les instruire. Ce projet n'a pas été, devait être voté en 1792, et puis ce jour-là, le roi est intervenu parce qu'il voulait engager la guerre contre l'Autriche, donc finalement, c'était pas le jour pour voter la loi sur l'instruction. Donc ça a été un petit peu mis sous le boisseau, mais ceci étant, il existait néanmoins. En 1793, donc une année plus tard, il y a eu un autre projet présenté à la Convention qui est par Robespierre, mais c'était le projet de Lepelletier de Saint-Fargeau. Et ce projet est basé sur l'éducation. Il n'est plus du tout question d'instruire les enfants, si vous voulez. Il faut accaparer les enfants, les prendre en main et les éduquer aux valeurs de la République et leur faire des activités, si vous voulez, mais il n'est plus question de faire des cours, de transmettre des savoirs, c'est terminé. Et donc, bon, ce projet a été voté par la Convention, mais il n'a jamais été appliqué. Il faut savoir aussi que pendant la Révolution française, pendant 10 ans, il n'y a pas eu d'école. Ensuite, il y a eu une école qui a été reprise par Napoléon avec l'université impériale, et puis bon, si vous voulez, les révolutionnaires agissent lentement, parce qu'effectivement, nous arrivons ici au terme d'une révolution lente. Et un jour, une amie m'a dit que dans la franc-maçonnerie, si vous voulez, le temps ne comptait pas. C'est-à-dire que ce qu'on ne fait pas une génération, on l'a fait à la génération suivante. Et alors donc, si vous voulez, les révolutionnaires ont agi en fonction des circonstances, par petits pas, mais il y a toujours une logique, si vous voulez, dans leur volonté de révolutionner le système. Et ce n'est qu'en... Alors, c'est au moment de l'accession en 1879, lorsque Jules Ferry a accédé au poste de ministre de l'Éducation, qu'on a réellement fait une école républicaine. Et cette école républicaine, elle avait pour objectif de se substituer à l'enseignement privé, parce que l'enseignement privé a existé au cours du 19e siècle. Vous avez eu la loi Guizot, vous avez eu la loi Fallou, qui ont permis effectivement à des organismes privés de pouvoir ouvrir des écoles et les faire fonctionner. Et donc, ça ne convenait pas évidemment aux républicains, et donc les républicains voulaient se substituer à l'enseignement privé. Mais comme effectivement l'enseignement privé était de bonne qualité, si vous voulez, ils ne pouvaient pas se permettre d'appliquer directement le projet réellement révolutionnaire, c'est-à-dire le projet de Lepelletier Saint-Fargeau. Ce qui fait que Jules Ferry s'est inspiré du projet de Condorcet. C'est-à-dire, donc, on a fait une école, effectivement, certes anticléricale, mais où il y avait quand même une volonté d'instruire, mais ce n'était pas l'objectif à terme, hein, ce n'était pas l'objectif final, c'était effectivement un titre de transition pour que la population ne se révolte pas, parce que passer d'un système qui fonctionne à un système qui est complètement dénué de transmission de savoir, c'était pas possible, les gens se seraient révoltés, donc on y est allé en douceur. Alors, effectivement, à la suite de la fin du 19e siècle, début du 20e, il y a eu une guerre contre l'enseignement privé, les expulsions de congrégations religieuses, etc. Jusqu'en 1914, c'était une guerre acharnée contre l'enseignement privé. Et puis, bon, évidemment, la guerre de 14 a fait mettre en veilleuse un petit peu toute cette lutte frontale, mais le projet demeurait, hein. Et donc, quels que soient d'ailleurs les gouvernements qui sont en place, parce que si vous voulez, ils agissent, soit ils agissent à découvert, soit ils agissent en sous-main, hein, donc ça c'est leur façon de procéder. Et donc, on a vu déjà dès 1923 des programmes, si vous voulez, s'alléger un petit peu, mais enfin, bon, ça restait quand même une école cohérente. En 1932, il y a eu un changement d'appellation, ça n'a plus été le ministère de l'Instruction publique, mais de l'Éducation nationale. Donc les mots ont un sens, si vous voulez. Donc l'objectif, c'était celui d'éduquer, non plus d'instruire. Mais là encore, si vous voulez, il fallait aller quand même très progressivement. Et on se rend compte qu'en 1937, déjà, il y avait un projet de Jean Zay, radical socialiste, qui déjà dessinait les contours de l'école d'aujourd'hui, c'est-à-dire, donc, si vous voulez, de plus en plus, on était dans ce qu'on appelle l'interdisciplinarité, c'est-à-dire des activités en remplacement des cours, donc
C'était la référence au projet de l'EPT de Saint-Fargeau, repris par Robespierre. Et puis là encore, la guerre est intervenue, et puis en 1944, donc, il y a eu la création d'une commission pour justement une refonte de l'éducation, et cette commission a abouti en 1945 à la présentation du plan Langevin-Wallon, le fameux plan Langevin-Wallon, qui a été publié, mais il n'a jamais été discuté ni voté, si vous voulez. Alors, et puis le Premier ministre venait de mettre dehors 5 communistes, si vous voulez. Alors donc, évidemment, parce qu'il faut préciser que Langevin et Wallon étaient des communistes. Alors donc, on a pensé que ce plan avait été mis sous le boisseau. Et il y a des gens qui le croient encore. Pourquoi? Parce que, effectivement, de ce fait, la même année, ce qui n'est peut-être pas apparu à beaucoup, la même année a été créée la FEN, la Fédération de l'Éducation Nationale, CGT, qui a effectivement été co-gestionnaire des ministères de l'Éducation depuis, jusqu'en 1999, c'est-à-dire jusqu'à l'aboutissement de ce plan. Parce qu'en réalité, l'aboutissement du plan Langevin-Wallon, c'est la réforme Allègre en 1999. Ce que les gens aussi ne croient pas, parce qu'ils pensent toujours qu'Allègre a voulu restaurer la qualité du système éducatif. C'est absolument faux. Il est parti en ayant laissé une réforme révolutionnaire. Et donc, alors, si vous voulez, la FEN, si vous voulez, a joué un jeu, moi je l'ai vu de l'intérieur, parce que j'étais dans l'éducation nationale, si vous voulez, elle a joué un jeu très pervers, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il a, globalement, je parle, il faisait semblant de s'opposer aux décisions qui étaient prises, si vous voulez, mais soit c'était après coup, quand les choses étaient déjà établies, quand les lois étaient faites, ou on biaisait un petit peu la demande de façon à ce que ça ne réponde pas quand même complètement à la volonté des profs, qui étaient réellement insatisfaits souvent des décisions qui étaient prises. Donc ils ont accompagné, si vous voulez, en sous-main, cette destruction du système éducatif. Alors comment ça s'est passé? Parce que dans le plan Langevin-Wallon, si vous voulez, on retrouve les éléments du plan de l'EPT de Saint-Fargeau. C'est-à-dire que vous avez effectivement cette idée d'activité à faire, former un citoyen aux valeurs de la République. Il faut des psychologues scolaires pour encadrer les élèves, là, pour savoir effectivement s'ils sont bien dans le droit chemin, et puis les recadrer si nécessaire. Le collège unique, les méthodes actives, etc., tout ceci résulte d'une refonte, enfin je dirais d'un recyclage du projet de l'EPT de Saint-Fargeau. Et ça s'est mis en place progressivement. D'ailleurs, il était bien dit dans le rapport qui avait été remis que ce projet ne pouvait s'appliquer que progressivement, qu'il s'agissait d'un plan. Hein. Alors effectivement, on ne pouvait pas passer du jour au lendemain d'une école qui instruit à une école qui soi-disant éduque, mais si vous voulez, où il y a une disparition des cours, une disparition de la transmission des savoirs. Donc, on y est allé progressivement. Alors, ça a commencé déjà, on le voit très bien à travers les textes, il y a eu un allègement des programmes. Hein. Il y a un allègement des programmes, que ce soit des lettres, l'histoire, la géographie, etc. Vous avez eu un allègement. Mais le système restait encore cohérent. À partir du moment, le système s'est réellement déréglé à partir du moment où l'on a changé les méthodes pédagogiques. C'est-à-dire que quand les méthodes globales se sont généralisées, c'est-à-dire dans les années 50, c'est là que commence le dérèglement complet du système éducatif. Parce que, et ces méthodes globales ou de nature globale subsistent, hein, même avec Blanquer, hein, qui prétend qu'il revient aux méthodes classiques, ça continue. Et ils savent très bien ce qu'ils font, en fin de compte, parce que c'est là que l'on dérègle le cerveau des enfants. C'est là, effectivement, que l'on grippe le cerveau à un point tel que les enfants peinent à comprendre un texte. Pourquoi? Parce que cette méthode-là est basée sur la mémoire. Donc si l'enfant a une bonne mémoire, il sait lire, mais il ne sait pas ce qu'il lit. Tandis que par la méthode traditionnelle, méthode alphabétique qu'on appelle syllabique,
eh bien, cette méthode est basée sur la logique, où on apprend la nature, on apprend à l'enfant la nature et la fonction des mots, ce qui permet de comprendre le sens. Et donc, ce dérèglement s'est fait, cette généralisation s'est fait dès les années 50. Et d'ailleurs, c'est à partir de ce moment-là, si vous voulez, que d'autres dispositions ont dû, je dis bien ont dû être prises, qui n'ont pas toujours été comprises sur le moment, mais ça s'imposait. Il faut noter à cet égard que c'est un précepteur dans les familles aristocratiques qui a inventé la méthode globale en 1787. Donc je pense qu'il savait ce qu'il faisait dans la mesure où, effectivement, hein, il était grammairien, il connaissait parfaitement bien les textes latins et français, et quand il a créé cette méthode, il a dit « éloignez des enfants les textes latins et français et amusez-les avec des mots entiers à leur portée ». Donc il savait parfaitement, si vous voulez, qu'il déréglait la mécanique cérébrale des enfants. Et à partir de là, si vous voulez, tant qu'on utilisera ces méthodes, on ne pourra jamais prétendre à une scolarité vraiment sérieuse, si vous voulez. Et c'est ainsi qu'à la suite de cela, vous avez eu toute une série de dispositions qui ont été prises de façon à masquer, si vous voulez, ce problème. Il y a eu une dégradation très nette à partir de là, et vous avez eu deux façons de procéder par le système pour faire accepter cette dégradation. Vous avez eu un verrouillage, et je dirais il y a verrouillage et camouflage. Verrouillage, c'est-à-dire que le système a verrouillé public-privé et entre établissements publics. Parce qu'effectivement, lorsqu'il y a des réformes comme ça, si vous voulez, tout le monde ne suit pas au poil près, hein. Donc vous avez des gens qui font quand même de la résistance. Alors qu'est-ce que l'on a fait? Qu'est-ce que le système a fait? Il a inventé la carte scolaire. C'est-à-dire que vous habitez là, et bien votre enfant il va aller là. Vous n'allez pas choisir, si vous voulez, où vous allez mettre votre enfant. Donc ce qui fait qu'effectivement, s'il n'y avait pas eu cette carte scolaire, les établissements auraient certainement résisté, et puis les gens auraient été évidemment dans les anciens systèmes, mais bon, les autres auraient été désertés, donc ça ne convenait pas au cimetière. On a inventé ce verrouillage public. Et ensuite, on a verrouillé, et ça c'est extrêmement important, c'est là aussi, si vous voulez, le nœud, c'est cette loi de 59, le verrouillage public-privé. C'est-à-dire que c'est lorsque la loi de Bray 59 est arrivée pour effectivement conclure des contrats d'association avec les écoles privées. Et quand j'entends dire que ça a été fait dans une volonté d'apaisement, je regrette, ça n'a pas été du tout fait dans cet esprit-là, ça a été fait dans l'esprit d'incorporer les établissements privés dans le système public. Et ça a été d'ailleurs très bien dit par les socialistes, c'était pas les socialistes qui étaient au pouvoir, c'était De Gaulle, mais les socialistes ont dit formidable, effectivement ça va permettre, oui, bien sûr, ça va permettre effectivement d'intégrer l'enseignement privé dans l'enseignement public. Et ça, c'était formidable pour eux, parce que, vous comprenez, si l'enseignement privé avait continué à être réellement privé et réellement libre, hein, eh bien, il est évident qu'il y aurait eu aussi, si vous voulez, un départ vers ces établissements, et donc on aurait déserté les établissements publics. D'ailleurs, c'est ce que finalement les gens ont fait, et qui croient souvent que quand ils sont dans les établissements privés sous contrat, ils sont à l'abri. C'est complètement faux. Hein, parce que dans les établissements privés sous contrat, ils appliquent les mêmes programmes, ils sont inspectés par les professeurs d'enseignement public, ils ont les inspecteurs d'enseignement public, ils ont les mêmes manuels. Donc, si vous voulez, ce sont des écoles parapubliques en réalité. Donc ça, si vous voulez, ça a été très important parce qu'ils sont passés en fin de compte d'une attaque frontale contre l'enseignement privé à une absorption. Mais c'était toujours le même esprit, c'était quand même de supprimer l'enseignement privé. Et de fait, on le voit bien, si vous voulez, que les gens, bon, quand même, un certain nombre de gens ont réagi quand ils ont commencé à de nouveau créer des écoles hors contrat, hein, c'est-à-dire donc entièrement libres, sur lesquelles le gouvernement, effectivement,
Mis là-bas. Alors, donc, ça, c'est le verrouillage du système. Et puis, on a camouflé les dégâts. Parce qu'effectivement, si vous voulez, les parents se sont rendus compte que les enfants orthographiaient d'une façon absolument délirante. Mais si vous voulez, l'orthographe, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Hein. C'est-à-dire que tous les dérèglements sont en dessous. Hein. Donc, comme les enfants devenaient incapables de répondre aux exigences du système antérieur, et que, bon, théoriquement, on n'aurait pas changé les épreuves, eh bien, on a supprimé l'examen d'entrée en sixième, sous couvert de dire, finalement, le secondaire, c'est réservé aux bourgeois, etc. Il n'y a pas de raison, tout le monde doit pouvoir aller à l'école, on va démocratiser l'enseignement, etc. Il faut que ça soit accessible à tous. On a poussé sous ce prétexte-là. Donc, plus d'examen d'entrée en sixième, si vous voulez. Et puis, après, on a créé ces collèges, ces CES, en remplacement des classes de premier cycle des lycées, parce qu'autrefois, de la 6e à la 3e, pour des personnes de ma génération, peuvent se souvenir que de la 6e à la 3e, ça se passait en lycée. Alors on a supprimé, effectivement, on a créé les CES, et qui est-ce qui enseignait dans ces CES? Des personnes, des anciens instituteurs. Donc des gens qui n'avaient pas du tout, si vous voulez, la même compétence qu'autrefois les professeurs que nous avions, nous, dans l'enseignement dans les lycées, à savoir des professeurs certifiés et agrégés. On avait aussi des agrégés, même je me souviens au 5e, au 4e, on avait des agrégés. Hein. Alors là, on passe à d'anciens instituteurs. Et je me souviens, j'ai eu un ami, si vous voulez, qui a été... On ne comprenait pas à l'époque, ça paraît tellement aberrant. Je me souviens, il avait une maîtrise de lettres, et il était refusé, parce qu'à l'époque, si vous voulez, il y avait beaucoup de professeurs de lettres, c'était dans les années 70, hein. Et alors, on ne comprenait pas, parce qu'il était refoulé de poste au collège, parce qu'il avait trop de diplômes. On disait, mais quoi? Ça veut dire quoi? Alors on ne comprenait pas, mais c'est ça, parce qu'ils étaient trop critiques, si vous voulez, par rapport au système. Parce qu'ils se sont dit, attendez, c'est une catastrophe, etc. Parce que les anciens instituteurs, bon, à l'époque, il faut savoir que les anciens instituteurs n'avaient pas de formation universitaire. Ils avaient simplement un bac. Alors, d'une part, si vous voulez, ils avaient moins de recul par rapport à... Ils étaient plus enclins à accepter, si vous voulez, la dégradation des programmes et du niveau des élèves. Mais en plus... Vous demandez, parce que je connais aussi le milieu enseignant, vous savez, la différence entre un instituteur et un professeur, c'est pas pareil. Et qu'un instituteur passe au stade de professeur, 10 ans. Alors, vous pensez qu'ils n'avaient pas envie de remettre en cause le système, hein, puisqu'on leur donnait des galons, hein, sans leur demander plus, c'était formidable. Donc, la réforme est passée comme ça. Si vous voulez, ça, c'était le camouflage. Puis alors, on a fait passer les élèves comme ça, sans niveau, bon. Et puis, ils sont arrivés en seconde, puis on a dit, mais ils ne savent plus rien, voilà. Et tout le monde, même encore, attribue cette baisse des niveaux au collège unique. Mais non! La collège unique est la cause, n'est pas une conséquence, est une conséquence, c'est pas la cause. La cause, c'est la dégradation de l'école au niveau du primaire. Et donc, après, on nous disait, écoutez, non, c'est pas la peine de faire redoubler, ça coûte trop cher à la nation, non, ça sert à rien, bon. Effectivement, ça ne sert à rien, parce que quand vous avez des élèves qui n'ont pas les bases, faire redoubler 3-4 fois, ça ne change pas grand-chose. Mais, et puis alors au bac, si vous voulez, alors là, je l'ai expliqué dans le premier livre, j'en ai apporté deux exemplaires, mais là j'avais expliqué, si vous voulez, dans mon premier bouquin, c'était il y a 20 ans, comment on fabrique un bachelier. Parce que là, il y a différentes façons de fabriquer des bacheliers, hein. Soit vous mettez des coefficients exagérément élevés dans des disciplines tout à fait secondaires. On a vu des coefficients même à 12. Hein. Et dans une discipline secondaire, ça fait monter en flèche quand même. Alors on ne s'étonne pas que des gens avec qui n'ont même pas les fondamentaux puissent avoir des mentions assez bien. Bon, c'est pas compliqué hein, de cette façon-là. Alors vous avez ça, vous avez aussi les réunions d'harmonisation auparavant, si vous voulez. Alors on réunit les profs et puis voilà, on lit des copies. Ah oui, non, mais là, oui, non, mais si on se tient au barème, alors il y a un barème qui avait été préétabli, ah non, mais si on se tient au ce barème-là, bon, bah, on aura des copies nulles. Non, non, allez, on change les barèmes. Allez, alors mettez les barèmes en fonction de ce que les élèves étaient censés, si vous voulez, nous donner. Bon, alors évidemment, on fait des moyennes, comme ça. Et vous avez aussi, enfin je cite que quelques éléments, il y en a encore beaucoup d'autres, mais aussi, nous, on faisait des pressions sur nous, hein. On nous disait, quoi, ta moyenne 8, là?
Ah non, 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 faut que tu remontes tes notes, hein. Hein, ça va pas, hein. Ah non, on était là. Et alors le mot d'ordre, c'était toujours surtout ne pénalisez pas les élèves. Parce qu'on était là pour les pénaliser, évidemment. Hein. Alors, si vous voulez, bon, de cette façon-là, si vous voulez, on fait quand même des bacheliers, si vous voulez, des bacheliers illettrés. Hein. Ah ben oui, mais je vous assure que si vous, je vous assure que je n'exagère pas, parce que si vous avez eu en face de vous les élèves que nous avons eus, et moi je vous parle de ça, et j'ai fait l'enseignement de 10 ans, je peux vous assurer que vous seriez estomaqués de voir que des élèves qui ne savent pas du tout, qui vont rendre des rapports complètement délirants. Il y a une orthographe délirante, pas de structure, qui sont incapables de s'exprimer correctement, mais il faut quand même leur mettre leur moyenne. Ah, oui, oui. Bon. Alors, si vous voulez, on est des faussaires en permanence, c'est des faussaires en permanence, si vous voulez. Alors, donc, évidemment, ça se retrouve dans l'enseignement supérieur. Et une fois que je faisais une conférence, justement, quelqu'un dans l'auditoire m'a dit quelque chose qui, effectivement, explique tout. Hein. Et il me disait, j'ai rencontré le directeur du centre de recherche nucléaire qui m'a dit, il y a 25 ans, un ingénieur était capable de concevoir un moteur de réacteur. Aujourd'hui, il est simplement capable d'en faire la maintenance. Alors, mais non, mais alors moi je l'ai cru à 100%, parce que je sais effectivement que ça ne correspond plus à rien, les niveaux ne correspondent plus à rien. Donc, si vous voulez, d'ailleurs, ça doit être encore pire, puisque vous savez que, bon là ça va encore changer avec Blanquer, mais pas dans le bon sens, mais vous savez que ces dernières années, eh bien, il y avait deux brevets, un brevet pour les élèves des écoles hors contrat, un vrai brevet avec des disciplines distinctes, si vous voulez, et puis vous aviez le brevet de l'enseignement public avec effectivement un contrôle continu essentiellement, c'est-à-dire tout et n'importe quoi. Voilà. Donc, si vous voulez, c'est vraiment réel. On a donné des diplômes qui ne correspondent à rien du tout, si vous voulez. Je peux vous assurer que quelqu'un qui avait le certificat d'études il y a 60 ans, je ne sais pas, dans la génération des parents, de nos parents, etc., ils en savaient plus long, et ils avaient vraiment des bonnes bases, si vous voulez. Et ils avaient la logique, parce qu'en fait, si vous voulez, moi ce que j'observe aussi chez les jeunes, dans les jeunes générations, si vous voulez, il y a un manque de logique dans les raisonnements, si vous voulez, c'est vraiment ahurissant, si vous voulez. On leur a... déstructurés. On les a déstructurés, c'est ça, oui, merci monsieur, je cherchais le mot. Oui, on les a déstructurés. Et donc c'est effectivement très grave parce que ça se retrouve partout, y compris dans la profession, etc. Et vous allez voir, c'est d'autant plus grave qu'un autre système existe, mais pas pour nos enfants, et qui lui est très performant. Alors finalement, on est arrivé en 68, alors 68, vous voyez, tout se tient. En 68, on a même remis en cause le bien fondé du savoir. Qu'est-ce que c'est que le savoir? C'est bourgeois, c'est fasciste, etc. Ah oui, non, mais voilà. Et puis il ne faut pas exiger. Et puis alors, vous savez, pas de sélection. Il faut pas. Et puis soyez pas sévères avec les élèves. L'essentiel c'est qu'ils s'expriment. Enfin bon, si vous voulez, on était vraiment pratiquement considérés comme des bourreaux si on essayait quand même de faire travailler les élèves. Parce que ce savoir, c'était un savoir finalement bourgeois, les élèves n'en avaient pas besoin, tout ça. Donc vous voyez, ça se tient, parce que là, ils arrivaient justement dans des classes, suite à la généralisation des méthodes globales, dans les années 70, ils arrivaient, bon, effectivement, il fallait remettre en cause le savoir, parce qu'ils étaient incapables de l'appréhender, donc il fallait dire que ce n'était pas nécessaire. Hein. Donc c'est très bien pensé leur affaire. Alors après, donc on a continué avec des élèves, à faire passer des élèves sans le niveau. Et puis, alors on est arrivé ensuite en 1989, oui c'est ça. Alors là, on a franchi une étape avec Jospin quand il a changé le mode de formation des professeurs, si vous voulez. Parce que comme l'objectif, c'est effectivement d'aboutir à ce que l'élève ne soit d'ailleurs plus un élève, si vous voulez, soit simplement un enfant ou un enfant adolescent qui fait des activités, eh bien, on a unifié la formation des professeurs dans les fameux IUFM. Les fameux IUFM, donc, et ça c'était prévu dans le plan de Langevin Wallon, hein, un corps unique de professeurs de la maternelle à l'université.
Alors, donc, ont été créés ces fameux UFM par Jospin, qui préparait la réforme de Claude Allègre 10 ans plus tard, c'est-à-dire Claude Allègre est arrivé. Alors, il a eu une formule géniale, si vous voulez, il faut détacher le mammouth. Alors là, c'est resté dans les mémoires, si vous voulez. Encore, quand on parle d'Allègre, c'est toujours le mammouth. Hein. Là, vraiment, il a fait fort. Il a fait tellement fort qu'il a vraiment dégraissé. Hein. Ça, il a vraiment dégraissé, hein, parce qu'il n'en reste plus rien. Donc, effectivement, il a laissé une réforme fondamentale et révolutionnaire, qui est justement cette fameuse réforme qui substitue au cours des activités. Et donc, on est dans la logique du projet de Lepelletier de Saint-Fargeau, repris par Robespierre. Et depuis, tous les ministres mettent en œuvre progressivement toujours, vous voyez, progressivement cette réforme. Donc vous voyez, le plan Langevin qui est en 1947 a mis 70 ans pour aboutir. Donc c'est vous dire que, comme le disait cet ami qui était dans la franc-maçonnerie, eh bien, effectivement, ce qui compte, c'est le temps. Le temps, ils prennent le temps. Une génération, on ne fait pas ça, bon, on le fait à la suivante. On peut faire l'inverse de ce qu'on voudrait faire, mais si, à titre de transition, vous voulez, pour toujours avancer. Et donc là, on arrive, voilà, donc là, c'est vous dire l'action perverse des syndicats. Quand M. Allègre a fait cette réforme révolutionnaire, la loi a été votée, les grands principes ont été votés. Le lendemain, les syndicats, grande manifestation contre la réforme Allègre. Et Jospin, à ce moment-là, Premier ministre, a dit: oh mais de toute façon, la loi est votée, elle sera appliquée. Voilà, ça c'est le mode d'action des syndicats, on agit après, et alors après, tout le monde a retenu que les syndicats s'étaient finalement opposés et que Allègre n'avait pas pu faire sa réforme et qu'il avait dû partir. Vous voyez, l'interprétation était complètement différente. En réalité, Allègre a fait sa réforme révolutionnaire, votée, le lendemain les syndicats manifestent, et le surlendemain, Jospin a dit: la loi est votée, elle sera appliquée. Et elle l'est. Elle l'est. Alors vous avez eu, par la suite évidemment, donc progressivement ça s'installe, et vous avez eu cette fameuse loi du 7 juillet 2013, la loi de Vincent, enfin qui a été... le projet de loi a été présenté par Vincent Payon. Ministre de l'Éducation. Mais lui, finalement, il n'inventait rien, en fin de compte. C'était la mise en œuvre de cette réforme révolutionnaire de Claude Allègre. Mais s'y ajoute, alors, on va venir après, mais alors, quelle est la caractéristique, si vous voulez, de cette école aujourd'hui, et qui demeure avec Jean-Michel Blanquer? Caractéristique de cette école, c'est d'une part, disparition des cours. Disparition de la transmission des savoirs. Et donc on est bien effectivement dans la logique révolutionnaire, puisque c'est que la logique révolutionnaire, c'était de faire un homme nouveau, donc sans mémoire, tout ça. Donc si vous ne transmettez pas des connaissances, vous ne transmettez pas de mémoire, tout va bien. On laisse construire à l'enfant un savoir à travers des activités qu'il va faire. Donc il va s'instruire en tout au cours de ces activités. S'il va à la piscine, eh bien, il va s'instruire en même temps en physique, en chimie, en anatomie. Mais c'est ça, c'est ce qu'on nous passe, hein, c'est ça, c'est exactement ça. Il va faire de la bicyclette, ça veut dire, vous faites faire de la bicyclette aux enfants, si vous voulez, c'est pareil, vous allez prendre des lois de la physique, etc., le déplacement de l'air et tout, par rapport à la vitesse et tout. Vous allez faire des équations, quoi. Ah oui, mais c'est ça ce que l'on nous dit. Hein. Et c'est ça ce qu'on fait faire aux élèves, parce qu'une fois je me suis trouvée comme ça au rond-point d'une forêt, si vous voulez, puis on m'a fait arrêter. Et alors, une horde de petits gamins en vélo avec les maîtres, etc. Puis alors il y a le maître qui était juste devant moi, il faisait chaud, alors la fenêtre était ouverte, alors je fais... Et vous les apprenez à lire quand? Alors il me dit, mais c'est les mamies qui... Il y en a un qui m'a dit ça, il y en a un qui m'a dit, mais c'est les mamies qui leur apprennent à lire. Et l'autre, beaucoup moins, il y en avait deux, l'autre, beaucoup moins aimable, m'a dit, mais vous n'avez rien compris, on nous demande de faire ça. J'ai dit, ça, j'avais compris. Vous voyez? Et alors ça, ils sont censés effectivement s'instruire quand ils vont faire, comme si effectivement ils attendaient l'école pour faire du vélo.
Ah, bon, franchement. Alors, donc ça c'est une caractéristique de l'école aujourd'hui, c'est ça. Pour nos enfants, absence de transmission de savoir. Sauf en langue. Survalorisation de la langue vivante étrangère, des langues vivantes étrangères. À la fois, donc en enseignement, parce que là pour les langues on parle d'enseignement, on ne parle pas effectivement, c'est un exclu, donc c'est un préféré plutôt le terme d'enseignement que d'apprentissage. Donc si vous voulez, c'est bien inscrit dans les textes. On enseigne les langues vivantes par petits groupes pour que tout le monde ait bien compris, d'accord? Ensuite, effectivement, il y a aussi de la littérature étrangère, et il est prévu également, ça se fait déjà, des cours en langue étrangère. Des cours en langue étrangère. Et il est bien dit que dans la mesure du possible, tous les services de documentation doivent avoir des manuels en langue étrangère. Donc c'est-à-dire que l'on souhaite réellement, si vous voulez, supprimer l'identité de nos enfants, l'identité française de nos enfants, parce qu'il n'y a rien de tel pour le français. Le français disparaît, il a déjà disparu, si vous voulez, des classes de terminale, de terminale S. La littérature française aussi avait déjà disparu, et par contre, au profit de la littérature anglaise. Maintenant, ça va être la littérature en plus arabe. Enfin, on va y venir. Donc, survalorisation de la langue vivante étrangère au détriment du français. J'ai dit bien au détriment du français, parce qu'apprendre une langue étrangère, il n'y a rien de condamnable, hein, loin de là. Mais lorsque le français et la littérature française sont acquis, ce qui n'est pas le cas du tout. Hein. Alors, ça c'est la deuxième caractéristique. Et puis, la troisième caractéristique, eh bien, c'est l'école du numérique, c'est-à-dire donc suppression des manuels, remplacés par les tablettes. Alors, quand M. Blanquer prétend que les téléphones portables vont être supprimés, on ne voit pas très bien, si vous voulez, comment ça pourrait être possible. D'autant que, effectivement, maintenant, le numérique est installé depuis la rentrée 2018. Hein. Rentrée 2018, vous avez 100% des écoles qui sont effectivement dotées de tablettes, d'ordinateurs. Or, d'une part, c'est dangereux pour la santé. Alors, on le sait, la Wi-Fi est dangereuse, on le sait. D'ailleurs, M. Blanquer, un jour, a dit, a mis à main comme ça, au cours d'un entretien télévisé, nous avons un rapport, là, avec Mme Buzyn, aussi, vous avez un rapport, etc., comme s'il allait prendre en compte, si vous voulez, cette donnée, mais en fin de compte, il n'en fait rien du tout. Hein. Donc, l'école du numérique existe bien. Donc c'est un danger pour la santé, mais c'est un danger aussi pour les connaissances, parce que, si vous voulez, un enfant ne peut pas appréhender des connaissances de la même façon que dans un manuel, parce que, si vous voulez, vous picorez du savoir, hein, mais vous ne faites pas quelque chose de construit. Hein, c'est pas du tout quelque chose de construit. Et donc, c'est très mauvais sur le plan pédagogique. D'ailleurs, les patrons de la Silicon Valley, c'est-à-dire de ceux qui effectivement fabriquent tous les systèmes informatiques, etc., disent qu'ils mettent leurs enfants dans des écoles classiques, si vous voulez, avec des livres, des manuels et tableaux craie blanche. D'accord. Blanche de couleur, mais enfin traditionnel. Et ils ajoutent: et nos enfants seront les maîtres du monde. Et nos enfants seront les maîtres du monde. Donc c'est-à-dire qu'ils savent très bien, si vous voulez, qu'avec l'outil informatique, c'est aussi un outil de destruction de l'intelligence et de la construction intellectuelle. Voilà. Alors donc, si vous voulez, ce sont les caractéristiques essentielles de l'école aujourd'hui pour nos enfants. Alors, ajoutons à cela qu'en supprimant les manuels au profit de l'informatique, les parents n'auront pas de droit de regard sur ce qui sera donné aux enfants. Or, vous avez des portails, justement, réservés aux membres de l'éducation nationale, parce que moi j'ai essayé d'aller dessus, et bien, exactement, c'est qu'on ne peut pas y accéder. Nous, extérieurs, on ne peut pas y accéder. C'est effectivement réservé au personnel de l'éducation nationale, et comment est-ce qu'on pourra vérifier ce qui est donné aux enfants. Et quand on voit les programmes destinés aux enfants,
eh bien, vous savez qu'on n'est quand même pas rassuré. Parce que, effectivement, alors là, donc, moi, je vous donne des caractéristiques, si vous voulez, de cette école, mais maintenant, les contenus. Là, vous avez également, donc, les contenus, c'est surtout, si vous voulez faire un citoyen et leur faire respecter les valeurs de la République. Ça, c'est vraiment le maître mot. Alors, vous avez effectivement le texte, la loi du 7 juillet 2013 nous dit expressément la mission pour nos enfants, hein, parce que attendez, mission première à l'école, c'est de faire partager les valeurs de la République. Donc, alors, les valeurs de la République, au premier chef desquelles se trouve l'égalité, la laïcité et l'égalité. Alors, l'égalité, si vous voulez, c'est l'égalité sous toutes ses formes. Égalité de race, et égalité de sexe, égalité en tout, si vous voulez, l'égalité totale. Et alors, ça amène à la théorie du gendarme, ça amène à la théorie contre l'homophobie, contre ce qu'on appelle l'homophobie, etc. La lutte contre les discriminations, tout le monde est égal. Donc voilà, si vous voulez, le contenu, et il dit effectivement que les professeurs du primaire à l'université seront amenés à appliquer ces valeurs et qu'ils doivent respecter une stricte neutralité, ils ne peuvent pas les mettre en cause, ni les parents. Ni les parents ne pourront contester le bien fondé du contenu d'un enseignement, ni la qualification du personnel qui enseigne à le faire. Donc, taisez-vous, silence, on tue. On tue l'intelligence des enfants. Voilà. Donc, sous peine de quoi? Non, parce qu'on n'a pas d'intervention pendant l'exposé. Tout à l'heure, la question tout à l'heure. C'est une dictature. Ah oui, comme vous dites, c'est une dictature. J'ai la tête à droite. J'ai tout à fait une tête de dictature. Bon, voilà. Donc les caractéristiques de cette école aujourd'hui, voilà, c'est ça, je crois que je vous ai dit l'essentiel. Enfin, évidemment, on verra après par le système des questions-réponses. Mais le problème, un problème qui vient s'ajouter à celui-ci, et c'est là qu'on aborde la question du grand remplacement, dont vous avez entendu parler, certainement à comment s'appelle-t-il, Renaud Camus, ce qui n'est pas un vain mot, hein, franchement, parce que là, ce que les gens ne savent pas, parce que ça c'est pas du tout médiatisé, c'est que parallèlement à cette école qui est volontairement détruite, hein, volontairement, hein, c'est très net, si vous voulez, vous avez effectivement l'émergence depuis des années, c'est déjà bien en place, d'une école d'excellence pour les élèves issus de l'immigration. Et vous avez déjà 1 200 000 élèves qui sont passés par ces structures d'excellence. 1 200 000, ce qui est énorme. Alors, par quoi? Alors, globalement, bon, il faut lire les livres parce que si vous voulez, je ne peux pas vous donner tout en détail, parce que si vous voulez, il faut lire parce que c'est le moyen, si vous voulez, de pouvoir avoir les arguments pour contrer les personnes qui contestent, si vous voulez, le bien fondé. Parce que moi, tout ce que je dis dans mes livres, c'est vérifiable. C'est vérifiable, vous pouvez aller sur Internet, puisque maintenant, vous savez, on trouve tout sur Internet. Il suffit d'aller chercher. On trouve tout, ce qu'il y a, c'est qu'il faut, il faut aller les chercher. Hein. Mais on les trouve. Hein. Donc, si vous voulez, vous avez toute une politique qui a été menée. Théoriquement, la politique dite d'éducation prioritaire, donc en faveur de ces élèves issus d'immigration, elle a commencé en 1981. C'est sous Mitterrand que théoriquement elle a commencé. On n'a pas beaucoup de données, si vous voulez, jusqu'au début des années 2000. Mais il a dû y avoir quand même un travail assez important, parce que je pense que Mme Belkacem, par exemple, qui a été ministre de l'Éducation, qui est arrivée à 8 ou 10 ans, je ne sais plus, au titre du regroupement familial, ne devait pas quand même avoir un bagage tellement important. Et donc, pour qu'elle soit arrivée au stade de ministre, je pense qu'elle a bénéficié certainement comme Rachida Dati ou tout ça. Donc, il y a eu... Mais ça, je ne peux pas vous donner de renseignements là-dessus, on ne trouve rien sur ce qui a été fait avant 2000. Et ce qu'il y a, c'est qu'on a créé ce qu'on appelle les ZEP, les zones d'éducation prioritaire, et dans ces ZEP, si vous voulez, on a
donné du personnel en plus, on a donné des subventions en plus, et on a pensé que c'était ça la politique d'éducation prioritaire. Et puis on a dit, bah, finalement, ça ne sert pas à grand chose, ça ne donne pas tellement de meilleurs résultats. Mais c'était pas ça là, c'était pas une politique d'éducation prioritaire, elle n'a pas été menée par l'éducation nationale, elle a été menée en sous-main par le ministère de la ville, enfin, qu'on appelle de différentes façons, mais enfin je dirais pour simplifier, le ministère de la ville, qui a dû être créé par, comment il s'appelle, la Tapie, je crois que c'est ça, par Bernard Tapie. Alors donc, effectivement, si vous voulez, donc, ministère de la ville, les gens ne s'en sont pas préoccupés, parce que ça concerne les banlieues, c'est pas nous, donc, si vous voulez, on ne s'est pas tellement occupé de ce qui se passait là-bas, mais il se passait des choses importantes. Et le ministère de la ville, avec des budgets extrêmement importants, ont créé des structures, comme les cellules de veille éducative, les équipes de réussite éducative, etc., les écoles de la deuxième chance, parce que quand on parle d'écoles de la deuxième chance, on ne précise pas que c'est pour les élèves issus de l'immigration, mais c'est seulement pour eux. Tout ça, ça a été fait sous l'égide du ministère de la Ville, avec l'aide des collectivités territoriales, les départements, les régions, les communes, etc. Mais ça s'est fait en sous-main, ça n'est pas apparu dans le budget du ministère de l'Éducation, donc personne ne s'en est rendu compte. Mais ceci étant, si vous voulez, ça a eu un effet très important, puisque ces structures existent du primaire jusqu'à l'enseignement supérieur. C'est-à-dire que vous avez eu donc ces équipes de réussite éducative qui ont eu pour but, d'ailleurs toutes les mesures pour l'éducation prioritaire, ont pour but d'appliquer des méthodes pédagogiques efficaces, c'est dit, c'est dans le texte, hein, avec un suivi individualisé et personnalisé. Donc c'est-à-dire que si effectivement, si les élèves ne réussissent pas, vraiment qu'ils aient un électroencéphalogramme plat, donc ça ne doit pas être très courant quand même. Et donc, on arrive à obtenir de bons résultats, mais en y mettant effectivement beaucoup d'argent. À nous, d'ailleurs même en empruntant pour eux, hein, et avec notre argent. C'est vraiment délirant. Et donc, il y a eu ces équipes de réussite éducative, où on a mis à niveau, si vous voulez, on a vraiment insufflé les fondamentaux à ces élèves-là. Et ensuite, les meilleurs, on les a mis dans les internats d'excellence, hein, qui subsistent toujours, qui ont été instaurés notamment par M. Blanquer en 2008. Hein, c'est lui qui a créé 20 000 postes, 20 000 places d'internat d'excellence. Il proposait même de rémunérer les élèves. Je veux dire que ça allait quand même assez loin. Enfin, bref, il a dû partir en 2009 parce qu'il était contesté à la fois par l'inspection générale, qui c'est quand même assez rare, et par la Cour des comptes. La Cour des comptes était effarée quand même des budgets que ça demandait. Mais ça s'est fait quand même, et ça se fait encore. Bon. Alors, donc vous avez les internats d'excellence, et puis ensuite, vous avez d'autres aides pour aide à l'IDES, pour entrer dans l'enseignement supérieur de prestige. De prestige. C'est-à-dire donc toutes les écoles supérieures sélectives, comme Sciences Po, comme l'ENA, comme l'École nationale de la magistrature, comme l'École supérieure de journalisme de Lille, etc. Donc, vous avez des dispositifs spéciaux pour eux et qui donnent des bons résultats, puisque vous avez, je donne quelques exemples, hein, simplement, mais il y en a d'autres dans le livre, bien entendu. Par exemple, vous avez au concours d'entrée dans les classes prépa aux écoles supérieures d'art, 88,2% de réussite. 88,2%, c'est pas rien. L'admission donc à l'École nationale supérieure d'architecture, 50,8%, c'est-à-dire 5 fois supérieure à la moyenne nationale. 5 fois supérieure à la moyenne pour nos enfants. La FEMI, c'est-à-dire donc que c'est pour le cinéma, ça. 11% d'admis contre 4% pour nos enfants. À l'École supérieure de journalisme de Lille, c'est important parce que ce sont effectivement les médias qui sont concernés. École supérieure de journalisme de Lille, 65% de reçus et nos enfants 5 à 7%. Donc c'est vous dire, si vous voulez, qu'il y a vraiment un énorme problème pour l'avenir de nos enfants. Hein, ça c'est clair. Et on le voit très bien, moi je ne sais pas si vous circulez, moi je circule souvent dans le train, si vous voulez. Eh bien, on voit déjà, si vous voulez, ces jeunes que l'on met un peu partout, si vous voulez, et on les voit dans les transports en commun, et ils ont
une façon de se tenir, une façon de parler, une gestuelle, si vous voulez, qui indique bien que ce sont des élèves qui sont passés par des structures qui tenaient la route, hein, et puis ils ont bien tenu voilà. Alors actuellement, si vous voulez, alors ça, si vous voulez, ça concernait un certain nombre d'enfants, 1 200 000, qui fait quand même déjà pas mal. Et puis, alors maintenant, si vous voulez, ils sont passés au stade supérieur. Ils ont créé en 2012 le ministère, vous savez, c'est quoi cette chose-là, de la réussite éducative. Et pas pour nos enfants, hein, pour les élèves issus d'immigration. Ministère de la réussite éducative. Et donc, ils ont redessiné les ZEP en REP, réseau d'éducation prioritaire. C'est-à-dire qu'ils ont resserré sur les populations immigrées. Parce que dans ces ZEP, si vous voulez, dans les lycées de ZEP, vous aviez aussi des jeunes qui n'étaient pas des jeunes de l'immigration. Hein. Et là, on a resserré sur les REP, sur les populations ici d'immigration. Et alors là, si vous voulez, donc, on refonde complètement le système. Les écoles deviennent effectivement très performantes avec l'emploi de méthodes pédagogiques efficaces, c'est ce qui est dit, si vous voulez, hein, avec des résultats à la clé. Alors, je vais vous donner l'étude, j'ai fait une étude comparative, si vous voulez, de la loi de refondation de l'école de 2013 pour nos enfants et pour l'éducation prioritaire. Vous allez voir que, vous pouvez aller le rechercher, hein, c'est écrit. Alors, pour nos enfants, l'article 3 dit la mission première, ce que je disais tout à l'heure, la nation se fixe comme mission première à l'école de faire partager les valeurs de la République. Article 8, à l'acquisition de connaissances et instruments du savoir, substituer l'objectif de sens moral et critique. Et donc, disparaître carrément les connaissances. Et article 9, les programmes définissent des compétences attendues. C'est-à-dire, donc les programmes, en fin de compte, il n'y a plus rien dans le programme, on dit simplement vous devez avoir tel résultat, mais c'est pas comment. Et article 6, suppression, c'est important, suppression de l'obligation de prise en compte de l'évaluation pour la suite de la scolarité. Et on supprime l'évaluation. Ça, c'est pour nos enfants. Je vous lis quelques points de la refondation de l'éducation prioritaire. Lire, écrire, parler pour apprendre dans toutes les disciplines. Ça, on est d'accord. Enseignement structuré de la langue, mise en place dès l'école maternelle. Enseignement structuré, donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Hein. On n'est plus dans la mémoire avec les méthodes globales. Les savoirs enseignés, on parle bien de savoir enseigner, doivent doter les élèves d'une culture, là on parle de culture, hein, qui leur donne des références indispensables pour situer les savoirs. C'est l'école, pas l'école. La pédagogie est axée sur la maîtrise d'un savoir enseigné explicitement. Évaluation des élèves qui repose sur des objectifs exigeants. Voyez. Bon, et puis alors il y a des récompenses, suivi des élèves, un suivi des élèves et des bulletins et cérémonies de remise de prix qui ont disparu de nos institutions depuis fort longtemps. Hein. Bon, voilà, les prix d'excellence, les remises de prix, etc. Ben, voilà pour l'éducation prioritaire. Et ça, c'est actuellement en place. Hein, pour tous les enfants des réseaux d'éducation prioritaire. Donc vous imaginez, si vous voulez, l'avenir qu'on se prépare, l'avenir qu'on prépare à nos enfants, si vous voulez. Alors il faut être informé, bien sûr, on n'a pas l'information, il faut aller chercher, il faut aller la trouver. Il faut être comme moi, une petite souris qui est toujours en train de rechercher les trucs, les informations, et puis il faut voir aussi sur le temps long. Parce qu'on ne le voit pas, moi je n'ai pas découvert d'un seul coup, si vous voulez ça. C'est un jour, Jean-Yves Le Gallou, vous le connaissez bien, qui me demande de faire un article sur je ne sais plus quoi. Et puis, non, c'était sur, enfin en tout cas c'était sur les immigrés, mais je ne sais plus exactement quel sujet. Puis alors, bon, ça tardait à venir, alors il me dit, vous pensez à moi? Je lui ai dit, écoutez, je crois que l'article va se transformer en livre. Alors au fur et à mesure, si vous voulez, vous regardez des documents, puis il parle de choses, et c'est quoi ça? Alors vous allez voir, alors, bien, ça c'est quoi? Et là vous remontez, et là vous tirez le fil. Bah, c'est comme ça qu'on tire le fil. Donc il faut voir ça sur la longueur, et puis effectivement, c'est d'ailleurs, ils sont très habiles parce qu'ils prennent et ils font les choses, ils saucissonnent les choses, c'est beaucoup mieux parce que si vous voulez, on ne se rend pas compte de l'ensemble. Alors aujourd'hui, quand M. Blanquer, alors on va arriver à lui,
quand M. Blanquer prétend, si vous voulez, rétablir les choses, c'est complètement faux. Il arrive à la fin d'un processus, on ne voit pas très bien ce qu'il peut modifier, si vous voulez. Hein. Donc, il ment en permanence. C'est pas compliqué, mais le problème, c'est que d'habitude, les ministres sont contestés, mais là, c'est qu'il est encensé. Alors ça, c'est quand même très important. Même dans nos milieux, si vous voulez, les gens disent « Ah ben enfin, voilà, ne boudons pas notre plaisir, il est merveilleux, il est formidable, c'est vraiment un homme sensationnel. » Et en fait, il ment tout le temps. Il ment tout le temps. Non, mais c'est vrai, je vous assure que vous allez partout, les dédoublements, alors, sa communication essentielle, si vous voulez, la caractéristique essentielle de sa communication, c'est de présenter tous les dispositifs destinés au réseau d'éducation prioritaire comme s'ils étaient applicables à tout le monde. C'est ça l'axe principal de sa communication. Et donc, c'est complètement faux, c'est diamétralement opposé. Et non seulement, si vous voulez, effectivement, c'est faux, mais en plus de ça, si vous voulez, il déshabille Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul. Hein, Pas ça. c'est pas les saints, c'est pas ça. C'est pas forcément ça. Pas forcément ça. Oui, Pierre et Paul, oui, ils ne sont pas ça. Ceux-là ne sont pas. Les pierres ne sont pas posées ça, forcément. Oui, parce qu'actuellement, si vous voulez, il y a des suppressions de postes qui se font dans zone rurale, par exemple, si vous voulez. Alors, il a un aplomb étonnant. Il vous dit, vous savez, nous sommes très soucieux de maintenir vraiment la même politique pour tous. Et les zones rurales, nous avons une politique très ferme pour les zones rurales, alors que, malgré, dit-il, malgré les effectifs en baisse. Et c'est exactement l'inverse, c'est que les effectifs sont en hausse, et que ce monsieur supprime quand même les écoles des zones rurales pour prendre des postes et les mettre dans les réseaux d'éducation prioritaire. Voilà ce qu'il fait. Hein. Et donc vous avez eu pas mal d'exemples cette année, si vous voulez, de cette politique. Et il est prévu pour la rentrée prochaine, il est prévu effectivement de supprimer encore des postes, je crois que c'est 2900 postes dans le secondaire pour du public, donc ils vont aller forcément dans les réseaux d'éducation prioritaire, et ils en suppriment, je crois que c'est 600 dans l'enseignement privé. 600. Voilà. Alors donc on va leur proposer après, si vous voulez, alors comme on donne en plus de ça, parce qu'ils donnent pour inciter quand même les gens à y aller, comme ils donnent des primes, des indemnités, etc., les gens vont se faire acheter, et puis c'est tout. Hein. Voilà. Alors ça c'est ça, donc la communication essentielle c'est ça. Alors les dédoublements de classe, effectivement, les dédoublements de classe, elles se font pour le CP, vont faire pour le CE2, pour le CE1, CE1, CE2. Mais ça n'est pas simplement... alors quand il a fait, par exemple, alors là, vous allez voir un petit peu comment c'est un faussaire, mais vraiment dans l'âme. Non, mais c'est vrai, mais je le dis parce que si vous voulez, ça me fait tellement mal au cœur de voir qu'il est encensé alors que les gens devraient résister, au contraire, qu'ils devraient s'opposer. Ça fait mal parce que si vous voulez, c'est notre avenir, c'est l'avenir de nos enfants, c'est l'avenir des petits-enfants. Enfin, on aime tous les enfants et les petits-enfants, on leur veut quand même du bien, on veut pas quand même qu'ils soient... bon, donc on en souffre, moi personnellement j'en souffre, vraiment, parce que je me dis, comment ils vont-ils s'en sortir, c'est quand même pas croyable. Et vous voyez, par exemple, ils ont fait des assises de la scolarisation à 3 ans. Alors les gens ont pensé qu'il allait abaisser la scolarité à 3 ans, donc il allait créer des postes, etc. En réalité, 97% des enfants sont scolarisés à 3 ans. Ils le reconnaissent eux-mêmes. Hein. Mais, enfin, disons que moi je dirais même 100%, mais les 3% ils doivent venir d'ailleurs, je pense. Parce que je ne connais pas beaucoup de familles qui ne scolarisent leurs enfants qu'à 6 ans. Donc les 20 000, là, ils doivent nous venir d'ailleurs, sûrement. Bon, l'histoire ne le dit pas. Néanmoins, donc vous avez, effectivement, il fallait qu'il récupère des postes. Alors donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait ses assises de la scolarisation, etc. Alors donc, et en préliminaire, on a fait
une sorte de colloque sur la scolarisation à 2 ans. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez plus de 90 000 enfants qui sont scolarisés à 2 ans. Alors, finalement, ce colloque avait pour but de dire, bah, finalement, ces enfants, ils seraient mis en crèche, hein, plutôt qu'à l'école. Ce qui n'est peut-être pas faux, mais enfin bon. Mais de cette façon-là, en disant ça, en supprimant la scolarisation à 2 ans, on récupère 3700 postes. Bizarre, vous vous rendez compte, 3700 postes. Alors donc, eh bien, on va prendre 1000 postes pour les 3% restants, et puis il reste 2700 postes pour les réseaux d'éducation prioritaire. Voilà. Donc voilà le but de l'opération. Et donc en fait, quand il a fait ses assises de la scolarisation, il a laissé croire qu'il a baissé la scolarité, qu'il fallait que les enfants soient instruits très tôt dans la vie, etc., etc. Au contraire, si vous voulez, c'est une augmentation de la scolarisation à 3 ans. Et puis, c'est le but de l'opération, c'est de récupérer des postes. Et des postes pour les réseaux d'éducation prioritaire. Et les suppressions de postes prévues dans le secondaire pour l'année prochaine, ben, ce sera forcément aussi pour les réseaux d'éducation prioritaire. Vous voyez dans quelle situation on est actuellement. Alors, on peut prendre toutes les dispositions dont il a prétendu régler. Les devoirs faits, ça, il y a longtemps que cette disposition existe pour les réseaux d'éducation prioritaire et elle continue pour les réseaux d'éducation prioritaire uniquement. Hein, puisqu'on vous dit notamment que cette disposition devoir fait se fait en complément d'autres mesures de lutte contre l'échec scolaire. Or, les autres mesures de lutte contre l'échec scolaire ne sont destinées qu'aux enfants des REP. D'ailleurs, on le comprend, puisqu'il n'y a plus rien à apprendre pour nos enfants. Il n'y a pas besoin de devoir fait, hein. Il y a des devoirs. Rétablissement du latin grec, c'est pareil, il n'y a pas de rétablissement du latin grec. D'abord, si vous voulez, il faut savoir que le CAPES de lettres classiques a été supprimé en 2013 et la licence de lettres classiques en 2015. Donc, si vous voulez, il n'a jamais parlé du rétablissement de la licence de lettres classiques. Donc, c'est complètement inopérant. Et donc, pour nos élèves, si vous voulez, le latin va continuer à être prétendument enseigné au cours des activités, si vous voulez, que l'enfant va faire. Il va apprendre à la fois le latin, le français, le grec, enfin, voilà, ça relève du prodige. Voilà. Mais seulement, le latin est quand même toujours enseigné dans les réseaux d'éducation prioritaire. Et je me suis renseignée, mais vous savez, ils se méfient quand même, parce que j'avais vu M. Blanquer sur Internet, si vous voulez. Alors là, il était dans une classe, justement, où il constatait qu'il y avait du latin. C'était un établissement, je ne sais pas s'il est toujours sur Internet, de Nantes. Il s'appelait Saint-Joseph de Porterie. Je me suis dit, tiens. Alors, j'ai téléphoné dans cet établissement. Alors j'ai dit, allô, bonjour madame, je voudrais un renseignement s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes un établissement de réseau d'éducation prioritaire? Et la personne se méfiait tout de suite. Mais qui êtes-vous? Bon, je dis, madame, on ne vous dira rien. Je dis, je suis un parent et je voudrais mettre mon enfant dans votre établissement parce qu'il paraît que c'est un bon établissement. Elle m'a dit, oui, mais c'est un établissement de réseau d'éducation prioritaire. J'ai pu avoir le renseignement de cette façon. Voilà. Je voyais les filles. S'avancer masqué. Dissimule. Ah oui, dissimule. Ah ben dissimule parce que cette politique d'éducation prioritaire, elle n'est pas médiatisée, personne ne le sait. Hein. Je ne connais pas beaucoup de gens qui savent ça. Et si on... Oui, bon. Voilà, ben, donc si vous voulez, aujourd'hui, monsieur Blanquer ne change rigoureusement rien. Et ce sont simplement la dictée. C'est pareil, une dictée par jour, mais il faut voir quelles sont ces dictées. Je l'explique dans mon bouquin, si vous voulez, comment ces fameuses dictées. Ça n'a rien à voir avec une dictée, si vous voulez, où l'instituteur lit un texte et puis le fait retranscrire aux élèves pour avoir bien saisir que les élèves ont compris le texte et savent l'orthographie correctement. C'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Donc il appelle la chose d'une façon différente de ce qu'elle est réellement. Hein. Donc, et il blouse les gens comme ça. Hein. Et c'est pour tout comme ça. Alors, vous allez me dire aussi, vous allez peut-être me dire, mais finalement, alors les professeurs d'éducation prioritaire, bon, bien sûr, on va prendre dans le vivier de l'enseignement public, mais il y a une autre source, si vous voulez, de formation.
Et ça n'est pas su non plus, parce que vous savez que nos professeurs, pour l'instant, sont toujours formés, déformés, dans les IEFM, qui existent toujours. On les appelle maintenant École supérieure du professorat et de l'éducation. Mais ce sont les anciens IEFM. Donc il n'y a pas eu de changement, on a changé simplement l'étiquette, si vous voulez. Mais leur pouvoir de nuisance a augmenté, hein, puisque ce sont eux qui sont maîtres maintenant de l'université. Donc c'est eux qui vont être chargés de la formation des futurs animateurs de l'enseignement public. Mais par contre, les professeurs des réseaux d'éducation prioritaire sont formés ailleurs, et ça n'est pas connu non plus, dans un établissement qui s'est situé au Futuroscope, à Poitiers, et qui s'appelle l'École supérieure de l'éducation nationale de l'enseignement et de la recherche. C'est une sorte d'école de parti, en fin de compte. Hein. Et donc, là encore, c'est pareil, personne ne sait, mais ils forment quand même 9000 stagiaires par an. 9000 stagiaires par an, ça veut dire que c'est pas marginal, c'est vraiment essentiel. Voilà. Donc, c'est la politique qui est suivie par nos politiques. Alors, que vous dire d'autre sur M. Blanquer? Bon, d'abord que toutes les dispositions qu'il prétend prendre sont fausses, le dédoublement, les parcours pédagogiques, les rythmes scolaires, le redoublement, les devoirs faits, le développement du blé, tout ça c'est du pipeau. Alors la caractéristique, c'est ce que je vous disais, si vous voulez, c'est l'effacement de l'enseignement du français au profit des langues vivantes étrangères. L'autre jour, il a fait celui qui s'insurgeait parce qu'un sénateur, l'ouvrier, c'est pas ça, un sénateur qui doit s'appeler l'ouvrier, qui lui avait dit « Ouais, avant d'apprendre l'arabe, vous feriez mieux de faire apprendre le français. » Mais bien sûr, c'est tellement évident, il a joué vraiment la déesse au français. La Vierge effarouchée. Oui, c'est ça, exactement, la Vierge effarouchée. Et donc, en réalité, c'est bien le problème, si vous voulez, c'est qu'on n'est pas contre l'enseignement des langues vivantes étrangères, mais on veut surtout que le français soit enseigné et la littérature française, ce qui n'est pas le cas. Alors après, les grands principes, j'aimerais insister sur un point, c'est la question de la laïcité. Le problème de la laïcité. Alors la laïcité, si vous voulez, Monsieur Payon nous avait dit, c'est l'égalité des droits qui se trouve au-dessus des coutumes et des traditions. Égalité des droits au-dessus des coutumes et des traditions. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire que vous perdez votre identité. Vous n'avez pas de tradition, vous n'avez pas de coutume, vous êtes tous pareils, tous les enfants du monde, tous les enfants, c'est la même chose. Voilà. Alors il dit sans sourciller, si vous voulez, il dit la laïcité, d'ailleurs la loi sur la laïcité en 1905, c'est une loi de liberté, il faut le faire. Une loi de liberté, donc c'est conçu dans un esprit de liberté. Mais dit-il, continue-t-il, mais évidemment, on ne peut pas aller contre les valeurs de la République et enseigner dans l'école de la République. Donc, si vous voulez, il faut vraiment être dans le moule. Et pour ce faire, si vous voulez, vous avez quand même, il a créé, vous voyez, il a renforcé vraiment les dispositifs. Vous avez, au niveau de chaque académie, vous aviez un référent laïcité, maintenant vous avez une équipe laïcité, avec juristes, psychologues, pédagogues. Au niveau ministériel, vous avez une cellule laïcité, et plus un comité des sages qui est chargé de définir les règles du jeu de la laïcité, alors que théoriquement on pourrait penser comme que c'est la loi qui définit les termes du jeu de la laïcité. Ben non, c'est madame, comment s'appelle, Schnapper, Dominique Schnapper, qui est présidente du conseil scientifique de la DILCRA. Alors, ça veut dire, c'est tout à fait neutre. Hein. C'est neutre. Bon. Hein. Donc, et cette dame qui, je la cite, qui dit elle a affirmé la nécessaire défense des valeurs républicaines pour dépasser les sentiments d'identification à des identités particulières. Ah non, mais c'est important, dépasser les sentiments d'identification à des identités particulières. C'est-à-dire que votre identité, c'est un sentiment que vous avez, mais vous n'êtes de rien. Hein, et donc il faut dépasser ça, et il n'y a pas d'identité particulière, on est tous pareils.
Non, mais ça va loin, hein. Ça va loin. Alors, donc, Monsieur Blanquer a produit un vade-mecum de la laïcité de 70 pages qui protégerait de tout prosélytisme et de toute pression. C'est intéressant quand même hein, de voir qu'il n'y aura pas de prosélytisme. Simplement, si vous, mais il faut que vous obéissiez aux valeurs de la République, attention. Les chefs, l'égalité et la laïcité. Alors les thèmes traités, c'est le port de signe, mais vous allez voir si vous voulez, non mais c'est grave quand même. Les thèmes traités, c'est le port de signe et le contenu de l'enseignement du personnel. Alors, donc, on se dit, bon, voilà, laïcité, donc, alors là, tous ceux qui arrivent avec les djellabas, les machins, les trucs, ça va être terminé. Oui. Non, non, attendez, vous rêvez, c'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. Alors, le principe posé, parce qu'en principe, c'est ça ce qu'ils font, si vous voulez. Ils posent un principe, et puis après, si vous voulez, ils vous disent l'inverse. Mais bon, on a entendu le principe, alors après, bon, on est plus distrait sur le reste, puisque le principe est posé, hein, c'est comme quand il dit « Ah oui, je suis contre les téléphones portables », et puis vous allez jusqu'au bout de la phrase, et puis « Ouais, bon, ça se discute. » Alors, interdiction de port ou de signes ou tenues manifestant ostensiblement une appartenance religieuse, ça c'est dans le comme de la laïcité. Mais, seulement pour les élèves de l'enseignement public. Elle ne peut avoir lieu, cette interdiction, qu'en raison du comportement de l'élève, distinguant provocation et méconnaissance de la loi. C'est-à-dire que quand une élève arrive, si vous voulez, complètement mailloté, là, elle ne sait pas que ce n'est pas la loi. C'est la méconnaissance de la loi. Voilà. Alors donc, il faut voir au cas par cas, et un dialogue qui présente toujours précède la sanction, mais toujours de nature éducative. Donc, si vous voulez, il n'y aura pas de problème, elle ne sera pas refoulée, rien du tout. Donc, tout ira bien. Pendant les examens, alors ça c'est savoureux. Ça c'est savoureux. Alors c'est seulement également pour les élèves de l'enseignement public qu'il y a interdiction du port et de signe. Alors il est dit que la dissimulation du visage est interdite dans l'espace public, mais lors d'un examen, les chefs de centre sont tenus de refuser l'accès au centre d'examen de toute personne dont le visage est dissimulé. Point. Mais en même temps, il est stipulé, pour la bonne organisation de l'examen, les surveillants doivent vérifier l'identité et le statut scolaire des candidats sur la base de la carte d'identité et de la convocation. Et s'il y a conflit, devinez. Et s'il y a conflit, l'élève compose l'épreuve. L'élève compose l'épreuve. S'il y a conflit, l'élève compose l'épreuve. Voilà. D'accord, vous voyez, vous allez voir ce que vous allez voir. Hein. S'il y a conflit, l'élève compose l'épreuve. Pas de problème. Donc, on pose, il y a seulement pour les élèves. Alors on vous dit interdit dans l'espace public, et puis là, s'il y a conflit, l'élève compose l'épreuve. Donc ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Hein. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Alors, obligation d'assiduité, mais possibilité d'absence pour motif religieux. Alors, je ne crois pas que ce soit pour le carême. Hein. Possibilité de repas différenciés. C'est pareil. C'est toujours dans le cadre de la laïcité. Hein. Possibilité de mise à disposition d'un lieu de prière. Hein, je ne crois pas que ce soit une chapelle non plus. Hein. Ça. Et veiller à ce qu'aucune religion ne puisse être considérée comme privilégiée. Il faut le faire. Veiller à ce qu'aucune religion ne puisse être considérée comme privilégiée. Non, mais il se fiche du monde. Hein. Il se fiche du monde. C'est clair. Mais par contre, alors vous allez voir, non mais ça c'est savoureux, pour les fêtes de Noël par exemple. Ils donnent l'exemple, ils disent, hein, c'est dans le texte. S'assurer que la manifestation ne s'accompagne d'aucun signe religieux ou n'exprime la reconnaissance d'un culte. Donc c'est seulement pour les fêtes de Noël. Pour le reste, vous pouvez faire ce que vous voulez. Il y a tous les aménagements possibles, mais alors attention pour les fêtes de Noël. Donc ça suppose effectivement surtout pas de crèche. Les sapins. Les sapins, je ne sais pas. C'est par les sapins. Oui, non, sapin directement. Non. Oui, ici, parce qu'il y a des arbres et des rouges. Interdisent les sapins. Ah oui, même aussi les sapins. Ah oui. Ça, c'est dans le bouquin de Véliokas. Ah oui. Il avait ça à chaque fois. Alors ça, c'est, vous voyez, alors ça, c'est la laïcité selon Blanquer. Donc c'est-à-dire qu'en réalité, toutes les
pratiquants du culte musulman pourront faire ce qu'ils veulent, comme ils veulent, et on donnera tous les aménagements souhaitables pour eux, mais nous, attention, si on veut mettre une crèche dans une école, ça sera complètement interdit. Alors ça, c'est la laïcité. Alors le contenu de l'enseignement, alors là c'est grave, parce que ça, nos enfants sont réellement en danger, parce que ça, c'est dès le primaire. Hein. Dès le primaire, vous avez ce qu'on appelle, donc l'arrêté du 1er juillet 2013 dit bien la première compétence commune aux professeurs, savoir transmettre les valeurs de la République et les principes de la vie démocratique. C'est ça en permanence. D'ailleurs, il y a tout un dispositif, si vous voulez, pour la mise en œuvre de ces valeurs de la République. Il y a des livrets, il y a des mises à disposition, il y a des formations, il y a d'abord des formateurs qui sont formés justement pour former eux-mêmes les professeurs aux valeurs de la République. Où est-ce que j'ai vu ça? Voilà. Vous avez une évaluation qui, lors du concours de recrutement des profs, qui est basée sur effectivement leur capacité à expliquer et à faire partager les valeurs de la République. Ça, c'est pris en compte lors de leur concours de recrutement. Il y a également le recrutement d'une réserve citoyenne, de contrats de service civique. Il y a un livret laïcité qui est adressé au chef d'établissement pour fixer les repères, pour fournir des pistes de mise en œuvre du principe, et les projets d'école doivent détailler les modalités de participation active des élèves aux communications patriotiques et à des concours collectifs. Voilà. Là, il y a la charte de la laïcité que les parents doivent signer, il y a la journée de la laïcité. Enfin, bon, ça, vous voyez, laïcité, valeur de la République, c'est ça en permanence. Alors donc laïcité, donc, comme vous l'avez vu, comporte quand même des aménagements pour certaines populations. Et puis alors, l'autre point important, si vous voulez, c'est le contenu justement, le contenu de cet enseignement, de cette éducation civique, si vous voulez. Éducation sexuelle obligatoire. Beaucoup de choses sont basées là-dessus. Hein. Éducation sexuelle obligatoire. Alors, il faut être très vigilant parce que, si vous voulez, c'est là, pour la raison que je vous disais tout à l'heure, avec l'usage de l'informatique, on va pouvoir, si vous voulez, imprimer dans l'esprit des enfants des choses que les parents ne pourront même pas vérifier. Hein. Donc, je vois qu'il y a des personnes qui se mobilisent justement en disant que nos enfants sont en danger, mais malheureusement, ils ne vont même pas pouvoir contrôler, si vous voulez, ce qui va se dire. Et c'est grave, puisque il est bien dit éducation sexuelle obligatoire, pas de finalité normative. Pas de finalité normative. C'est-à-dire que, si vous voulez, c'est vraiment vu sur un plan égalitaire, puisque c'est l'égalité en tout, si vous voulez. Donc tout se vaut. Vous êtes, voilà, donc les homosexuels, les hétéros, la zoophilie même, pourquoi pas, etc. Non, mais c'est vrai. Non, mais exactement. Et la pédophilie, etc. Tout va être permis. On va inculquer aux enfants. Alors vous savez, les enfants, si vous voulez, impriment très vite, hein, les petits. Alors ça va être fait dès la maternelle. Hein. Donc, pas de finalité normative, de telle sorte que les élèves puissent construire leur choix. Vous vous rendez compte? Pour que les élèves puissent construire leur choix. Alors, vision égalitaire de l'homme et de la femme, la promotion de la culture de l'égalité, évidemment. Alors, autre chose, promotion des problématiques liées à la pornographie et à la lutte contre les préjugés homophobes. Lutte contre les préjugés homophobes. Alors, vous avez également dans le programme de l'enseignement des valeurs de la République les génocides, la décolonisation, les traites négrières, le conflit israélo-palestinien et distinguer histoire et mémoire. Distinguer histoire et mémoire. Alors, il est bien dit, alors ce qu'il y a, le problème, vous voyez déjà, c'est quand même très, très inquiétant, très contestable déjà ces programmes. Comme je vous disais à l'instant, déjà c'est difficile, ça sera difficile pour les parents de contrôler parce qu'il y a beaucoup de choses qui passeront par le numérique. Hein. Mais en plus, il est dit, au nom des convictions religieuses, philosophiques ou politiques, un élève ou ses parents n'ont pas le droit de remettre en cause les programmes d'ensemble ou la légitimité d'un enseignant à enseigner ces questions. C'est-à-dire que les parents, taisez-vous, hein, pas droit au chapitre, c'est nos enfants, c'est pas les vôtres, voilà.
que c'est l'esprit des républicains, si vous voulez. C'est-à-dire, voilà, les enfants appartiennent à la nation et à la nation, ils ne vous appartiennent pas. Donc c'est ça, donc voilà, c'est la dictature. Mais oui, c'est ça. Les soviets. Oui, c'est c'est ça, hein. C'est ça, c'est exactement ça. Mais alors attendez, c'est vous dire, si vous voulez, que la perversion, que c'est vraiment pervers et que ça va loin. Parce que vous savez que dans les activités, on a mis, notamment au niveau du primaire, mais ça existera aussi au niveau du secondaire, vous avez ce qu'on appelle les activités périscolaires. Hein, c'est-à-dire des... là, c'est pareil, il n'y a pas de programme. De toute façon, maintenant, il n'y a plus de programme non plus pour le reste. Alors, bon. Donc, ce qu'on appelle les activités périscolaires qui seront dispensées notamment le mercredi. Hein, le mercredi, toute la journée. Alors, donc, vous allez avoir, et il est bien dit, si vous voulez, que vous allez avoir des associations qui vont intervenir. Des associations extérieures, ou des personnalités extérieures, si vous voulez, qui vont intervenir. Et sur le temps scolaire ou périscolaire, et tenez-vous bien, écoutez bien ce qui est dit. Écoutez, éteignez vos portables, s'il vous plaît. Les associations, pour réaliser ces programmes, c'est-à-dire le programme que je vous ai indiqué tout à l'heure, si vous voulez, sur la laïcité, les valeurs de la République, pour réaliser ces programmes, sont mobilisées des associations sur le temps scolaire et périscolaire, et écoutez bien, et ont droit de manifester ostensiblement leurs convictions philosophiques et religieuses. C'est-à-dire que toutes ces associations, genre LGBT et autres, si vous voulez, qui vont intervenir, hein, eh bien, pourront dire n'importe quoi, ça n'a aucune importance. Les imams pourront venir enseigner l'arabe, etc. Aucune importance, ça marche, si vous voulez, et les parents n'auront pas le droit de contester, mais eux peuvent manifester ostensiblement, effectivement, leurs convictions religieuses et leur culture religieuse. Donc, vous voyez que ça va quand même très loin. Et qu'on a affaire à des gens, si vous voulez, qui sont vraiment des traîtres, si vous voulez, dans la mesure où ils assassinent littéralement notre culture, notre identité, au profit d'une identité étrangère. Et on le comprend très bien d'ailleurs, puisque les révolutionnaires, en fin de compte, quel était leur objectif? C'était de tuer, si vous voulez, l'Église. Hein, faire un nouveau ils étaient tous anticléricaux. Hein. Or, si vous remplacez une population de tradition chrétienne, même si effectivement il y a un relâchement dans la pratique chrétienne, mais on a quand même des valeurs, on conserve les valeurs chrétiennes. Si vous remplacez une population avec des valeurs chrétiennes par une population avec des valeurs islamistes, et ben, ça y est. Le tour est joué, si vous voulez, entre guillemets. Hein. C'est-à-dire que vous avez, oui, c'est le grand remplacement, et puis vous avez la disparition de l'identité et de l'Église, par la même, la tradition catholique. Donc, on a beaucoup de soucis à se faire, et bon, alors, que faire? On est toujours effectivement sur cette question, que faire? Justement, je crois d'abord qu'il faut lire, il faut s'informer, parce que sans l'information, on ne peut pas savoir. Je suis sûre que dans un certain nombre de choses que j'ai dit, beaucoup de gens ne savaient pas déjà ce que j'ai dit, notamment sur l'éducation prioritaire, sur également le contenu de l'enseignement pour nos enfants aujourd'hui, et sur les mensonges de M. Blanquer également. Donc il faut lire pour s'informer, pour avoir les arguments, pour pouvoir se défendre. Vous ne pouvez pas, parce que si vous voulez, vous allez forcément avoir des opposants quand vous dites quelque chose qui est à contre-courant. Vous avez forcément des opposants qui disent ben non, vous exagérez, etc. Ben non, mais regardez. Vous voyez, mais c'est exact. Moi, c'est tout ce que je dis dans mes livres est vérifiable. Ce sont des textes, ce sont des circulaires, ce sont des décisions qui sont prises. Si vous voulez, je ne me permettrai pas de dire des choses, si vous voulez, des avis, des interprétations, parce que, effectivement, je vais à contre-courant de ce qui se dit, donc je serai tout de suite, si vous voulez, un présent défaut. Et donc, il faut se renseigner, il faut lire, et puis ensuite, eh bien, il faut se défendre, il faut s'organiser pour se défendre. Et puis, moi, personnellement, ce que je pense, si vous voulez, c'est qu'il faut se manifester, enfin, il faut agir en masse. Hein. De toute façon, c'est notre avenir, c'est nos enfants, c'est nos petits-enfants. Il faut savoir, si vous voulez, si on veut les sauver ou pas. Hein. Donc, non, mais je pense pas, il ne faut pas dire on est fichu, puisqu'on sait que dans l'histoire, si vous voulez, vous avez eu des minorités qui ont gagné contre, effectivement,
des organisations plus importantes. Donc non, il ne faut pas partir maintenant, mais enfin, c'est très grave, hein, ça c'est certain qu'on ne pourra pas rester inerte, si vous voulez, et puis aussi en informer les jeunes, enfermer les jeunes générations, parce qu'ils ne sont pas trop conscients non plus, hein, si vous voulez, des dangers. Ils sont manipulés, oui, ça c'est certain. Et puis non plus les références non plus historiques, littéraires, etc. Donc on peut leur dire un peu n'importe quoi. Alors écoutez, pardon. Ils ont eux-mêmes été enseignés par la méthode globale. Et oui, et oui. Le discernement nécessaire. Oui. Ah ben oui, mais même les enseignants n'ont plus le discernement parce que récemment, je le cite justement dans mon dernier livre, il y a je crois que c'est la secrétaire générale d'un syndicat du primaire, si vous voulez, qui dit, mais je pense qu'elle est sincère, hein, je pense qu'elle, ils ne le sont pas tout le temps, mais là je pense qu'elle l'était, elle dit, oui mais finalement, on est toujours en train de nous parler de la méthode globale, mais nos enfants savent lire, ce qu'il y a c'est qu'ils ne comprennent pas les textes, mais ça n'a rien à voir, mais attendez, c'est pas fini, ça n'a rien à voir avec la méthode, dit-elle, ajoute-t-elle, ça n'a rien à voir avec la méthode. Vous voyez, les gens, elle-même, si vous voulez, a été vraisemblablement éduquée avec la méthode globale et elle ne réalise pas que les difficultés des élèves, et ça je pense qu'elle était sincère, parce que quelquefois ils ne le sont pas tout le temps, mais là je pense qu'elle était sincère réellement. D'autant que le site du ministère de l'Éducation nationale aujourd'hui présente les méthodes semi-globales comme étant des méthodes syllabiques. Ah oui, c'est ça. Donc il y a une inversion sémantique en quelque sorte, si bien qu'avec la meilleure volonté du monde, les gens qui ne sont pas au courant de ces choses-là tombent dans le panneau et ils continuent à dire mais non, le ministère, sur le site, c'est bien marqué méthode syllabique. Alors oui, c'est ça. Alors en fait, c'est une méthode semi-globale. Ah oui, peut-être que vous voulez peut-être que je vous fasse une précision peut-être là-dessus. Vous avez raison d'insister parce que j'en ai pas parlé. En effet, Monsieur Blanquer, donc ça c'est un de ses artifices, si vous voulez, parle de méthode syllabique et nous qui pensons à la méthode dite alphabétique, on la nomme aussi syllabique, donc ce qui fait qu'il y a une confusion entre les deux. Parce que si vous voulez, la méthode syllabique que nous appelons syllabique est en fait une méthode alphabétique, c'est-à-dire qu'on commence à apprendre la lecture par la lettre de l'alphabet, puis les syllabes, ensuite les mots et les phrases, en s'aidant cela de la grammaire pour connaître la nature et la fonction des mots, donc ce qui permet de comprendre le sens des phrases et puis de orthographier correctement. Mais malheureusement, cette méthode alphabétique, on l'appelle syllabique. Je vais dire malheureusement, vous allez voir pourquoi. Donc on l'appelle syllabique, mais on devrait l'appeler alphabétique. En ce qui concerne les méthodes de nature globale, les méthodes globales ne sont plus basées sur la logique, mais sur la mémoire, sur la mémorisation des mots. Vous faites mémoriser à l'enfant des phrases, des mots, et ensuite, vous les faites décomposer en syllabes. Formidable, on l'appelle syllabique. Et donc, M. Blanquer appelle syllabique, ce qui est en fait semi-global, parce que je donne l'exemple dans le livre, si vous voulez, où ce qu'il dit, en plus de cette affirmation que c'est syllabique, on se rend compte que c'est vraiment une méthode semi-globale. Donc on est toujours dans la même logique. Mais on se retrouve avec une même appellation pour définir deux choses complètement différentes. Parce qu'on a le tort d'appeler la méthode alphabétique syllabique. Alors lui, il a repris ça, vous pensez. Parce que c'est un maître, hein, c'est un génie. Hein. Il a sauté dessus. Oui. Alors voilà, écoutez, moi c'est ce que j'ai à vous dire globalement, disons, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire, mais enfin globalement, j'espère que j'ai fait le tour de la question scolaire, à la fois pour nos enfants, à la fois donc pour les élèves issus de l'immigration et avec les problèmes que ça génère pour la société d'aujourd'hui et de demain, bien sûr, mais je suis à votre disposition pour répondre à toutes les questions. Si je peux y répondre, je ne suis pas une encyclopédie non plus. Voilà. Je vous remercie de votre attention.